un peu. Donc il y a le comité de gestion qui a attribué 200 millions de dirhams. Enfin, pour que ça soit un professionnel du métier pour pouvoir mettre en place ça. En tout cas, a priori, le syndicat des patrons de la CGM n'est pas trop dérangé par cette situation. Quelle situation? De blocage de budget aujourd'hui. CGM a fait sortir un papier, ça s'appelle White Paper, je sais pas, donc, où il parle un peu de la formation, je pense du développement du capital humain, qui est très intéressant, sauf que les chiffres ne sont pas aussi cohérents. Et donc là, moi juste j'attire l'attention, peut-être que c'est par bonne foi, peut-être que c'est vraiment... on parle d'entreprises qui aujourd'hui est représentée. Est-ce que ces entreprises-là sont représentées au niveau de la CGM? C'est ça ce que je pose comme question. Ça aussi, je te pose. Et l'entreprise, c'est ça. Il ne faut pas oublier quel est l'enjeu. C'est l'entreprise. C'est sa viabilité. Je parle de viabilité. Hein. Je ne parle pas maintenant de formation pour... Est-ce qu'il y a des enjeux aussi cachés des lobbyistes? Est-ce qu'il y a ça aussi qui est à l'origine? Certainement. On nous a discriminés en mettant en place des termes de référence qui ne concernaient que 6 ou 7 cabinets du marché. Ce que moi je trouve c'est une discrimination pour avoir... Nous avons l'argent. Nous avons l'argent. Donc c'est pas question de budget. C'est question de décision et de personnes qui prennent des décisions au bon moment. Parce que la question pourquoi? Parce que le marché, il est tout le temps fait pour les grands. Bienvenue à l'Info en Face Matin TV avec son format mensuel de l'engagement à l'action. Je rappelle un format aussi dédié à mettre en lumière et en perspective les femmes et les hommes engagés à l'image de Fatim Zahra Mziouad Bennis. Bienvenue à vous. Bonjour Rachid, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes spécialiste en management, coaching de performance des organisations et que vous êtes également présidente de l'Association marocaine des bureaux de conseil et de formation. Absolument. Professionnelle. Et justement, l'intitulé, la question du jour qui vous est posée pour ce débat avec vous, c'est formation professionnelle. Pourquoi ça tourne en rond, Fatim Zahra Mziouad Bennis? Très bonne question. J'espère qu'on aura le temps de répondre avec tous les éléments importants. Donc, je vais parler un peu de la formation en cours d'emploi. Donc, l'association des bureaux de conseil de formation a pour mission justement d'accompagner le secteur du conseil et de la formation. Qu'est-ce que c'est que la formation en cours d'emploi? Aujourd'hui, je vais aller peut-être droit au but en disant que l'entreprise marocaine, pour expliquer à monsieur et madame tout le monde qu'est-ce que c'est que la formation en cours d'emploi, quels sont les budgets qui sont attribués à l'entreprise marocaine, parce que c'est lié à notre économie, à cette TPE, à cette PME, à cette entreprise qui a besoin aujourd'hui de former ses collaborateurs pour faire face à l'environnement actuel, pour développer un peu les capacités environnement. Le développement des compétences aussi, on est clairement. En même temps, on est dans une conjoncture où il y a deux tendances lourdes. Fatim Zahra Mziouad Bennis, c'est plus d'agilité, plus de flexibilité au niveau des organisations, c'est ce que je pense que vous faites au quotidien. Et puis deux, on a un chômage de masse. En tout cas, voilà, où il faut être en capacité de créer des milliers d'emplois par an pour répondre à la demande. Et en même temps, on est sur une émission aujourd'hui de débat où la question qui est posée, c'est formation professionnelle. Pourquoi ça ne tourne pas? Aujourd'hui, quand on parle de formation en cours d'emploi, on a besoin de former nos collaborateurs pour faire face aux exigences du marché. Nous avons besoin d'accompagner nos collaborateurs et les fidéliser, parce qu'aujourd'hui, on parle de marketing RH pour les garder, pour leur donner confiance, une visibilité, pour voir un peu qu'est-ce que je fais dans cette entreprise, qu'est-ce que je peux être demain, quelle est ma motivation, parce qu'aujourd'hui aussi, on parle de motivation, on parle d'indicateurs de performance, on parle de productivité. Sur la partie économie, on va parler macro. Aujourd'hui, il y a une charte d'investissement, une nouvelle charte d'investissement qui demande à l'entreprise d'être pour attirer l'entreprise, pour plus de marché dans l'entreprise marocaine. Donc, on parle maintenant du nouveau modèle de développement qui vient avec différentes orientations stratégiques dans le développement du capital humain et dans la compétitivité de l'entreprise marocaine. Et quand on parle d'entreprise marocaine, on parle de TPE et de PME, on parle de secteurs émergents, on parle d'écosystème. Et donc, cette entreprise qui a besoin, cet entrepreneur marocain qui a besoin de s'installer, qui a besoin d'avoir une stratégie, une vision, aujourd'hui, il n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Vous allez me dire, si, il y a un taux de chômage qui est assez important.
eh ben, on parle plus de chômage en termes de quantitatif, mais on parle du qualitatif, on parle de cette compétence. Donc la formation en cours d'emploi, il y a eu des études sectorielles, il y a la direction de la formation professionnelle, je pense le ministère, a fait aussi des études depuis des années pour pouvoir prévenir et anticiper le besoin marché. Ça n'a pas toujours été fait, ça. C'est-à-dire les répertoires métiers réels, les besoins sectoriels, les besoins de l'entreprise. Est-ce qu'on a aujourd'hui de la data précise là-dessus? Je vais dire, il n'y a pas de data précise, parce que d'abord, ça change. Après, je vais dire qu'il y a eu des efforts de part et autres au niveau du ministère, au niveau du secteur privé qui a lancé justement ces études sectorielles pour pouvoir anticiper ce besoin et pouvoir les financer. Donc on en parlera après quand on va parler de budgétisation. Poser la question, est-ce qu'on s'est tous réunis, toutes ces personnes-là, est-ce qu'on tous autour d'une seule table pour dire voilà, vider le sac et dire voilà ce qui ne marche pas. Parce que qui dit études et opérationnalisation dit budgétisation. Alors où est cet argent? Comment avoir cet argent? Comment cette entreprise parce que la formation aussi c'est un mindset. Est-ce qu'on forme l'entreprise marocaine? Je vais être un peu peut-être direct. L'entrepreneur marocain aujourd'hui, quand il forme, est-ce qu'il forme pour former ou pour se réformer? Ou aussi juste pour être conforme, pour se conformer. Allez, pour regarder la rime. Eh ben, oui. Former, réformer, se conformer. Ou se conformer, justement. Donc, les industriels aujourd'hui forment parce qu'ils doivent se conformer à des exigences clients étrangers, par exemple. Donc, ils le font par obligation. Voilà. Et ils ont besoin de cet argent parce qu'aujourd'hui... Est-ce que le nerf de la guerre, c'est justement quand, je rappelle la question qui est posée, Mziwet Bnis, pour ce débat, formation professionnelle, pourquoi ça tourne en rond? Est-ce que ça tourne en rond parce qu'il y a un problème de budget? Est-ce que ça tourne en rond parce qu'il y a des positions de blocage des différents acteurs de cet écosystème qui considèrent que tout ce financement, parce que je rappelle que le financement, essentiellement, est prélevé, il y a un impôt, une taxe d'ailleurs, une taxe professionnelle pour la formation qui est prélevée pour toutes les entreprises et qui sert à cofinancer ou en tout cas financer une partie de cette formation. Oui. Pourquoi ça tourne par an? Est-ce que c'est un problème de budget? Il n'y a pas de problème de budget pour le moment. Pourquoi? On parlerait de budget si toute la taxe qui a été donc payée par l'entreprise marocaine a été toute consommée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est même pas 20% ou 25%, 50%. On parle de taxe professionnelle pour expliquer à monsieur et madame tout le monde. Oui. On parle de la taxe professionnelle que paye l'entreprise donc pour la formation professionnelle. Les 70% de cette taxe professionnelle, elle va directement financer la formation initiale. Donc, dans les centres de formation, donc chez l'Office de formation professionnelle. Et donc, l'entreprise a droit de récupérer sa quote-part, les 30% de cette taxe, pour ses plans de formation. Pour rester dans le politiquement correct, je vais dire que c'est un système qui doit s'améliorer en termes de Parce que beaucoup considèrent que ce système-là ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'entreprise, lorsqu'elle est prélevée, on ne lui demande pas son avis, elle est prélevée, mais lorsqu'elle demande un crédit formation, c'est-à-dire un financement d'une partie de ce qu'elle a, investi, en tout cas qui lui a été prélevé, c'est extrêmement difficile d'avoir gain de cause. Déjà, je veux faire la séparation entre deux types de formation, de clients. Il y a l'entreprise qui paye moins de 3 millions de dirhams. Et c'est ça, pour moi, le nerf de la guerre. C'est là l'entreprise qui est le plus touchée par la formation continue, qui en a besoin, et qui n'a pas de département, qui n'a pas de moyens organisationnels pour pouvoir ni la lancer, ni l'anticiper, ni la suivre, ni la réaliser. Bien entendu, je ne parle pas de budget parce que toutes les entreprises y ont droit. Donc, les entreprises qui paient moins de 3 millions de dirhams en TFP, donc ont un budget taxe de formation professionnelle, bien sûr, la taxe professionnelle. Donc, ils ont droit de récupérer ces 30%. Pour le faire, il y a un système aujourd'hui qui leur permet de faire un diagnostic stratégique, une ingénierie de formation qui passe par les GIAC, les groupements interprofessionnels d'activité. Donc pourquoi? Donc c'est un regroupement, c'est une association qui regroupe les fédérations et les professionnels sectoriels. Il y en a 9 aujourd'hui, donc chacune œuvre pour son secteur. Ce sont des organismes qui
qui sont financés donc, aussi par cette taxe professionnelle pour pouvoir financer des ingénieries de formation et des diagnostics stratégiques. Tu vas me dire, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à permettre à cette entreprise, cette TPE, cette PME qui n'a pas la possibilité d'avoir un grand département RH, n'a pas forcément un département stratégique, de pouvoir dire, aujourd'hui, nous avons un potentiel marché à l'export. Aujourd'hui, nous avons une réglementation qu'il faut préparer. Ça, c'est pour les études sectorielles d'accompagnement. Non, pas pour les études sectorielles. Oui. Justement, je parle des études individuelles. D'accord. OK. Cet argent, je parle, où va cet argent? Normalement, quel est le schéma de donc financement? Les acteurs de l'écosystème. Monsieur et madame entreprise qui paient moins de 3 000 dirhams, à quoi elle a droit? 3 millions de dirhams. 3 millions de dirhams de TFP, à quoi elle a droit? Donc, elle a droit à ces études qui vont aboutir justement à mettre en place un plan de développement de compétences. Et donc, ils sont remboursés à 70%. Et il y a un système de tiers payants qui leur donne la possibilité de ne payer que 30% et que les organismes avec lesquels ils travaillent, ils sont remboursés, financés directement, ils sont payés directement. Donc, ce sont des subventions. Maintenant, vous dites que ça, pourquoi ça tourne en rond? Ça fait 3 ans. Pourquoi ça tourne en rond? Justement. Et surtout, pourquoi depuis 2 ans, 2-3 ans, on a l'impression qu'on nous dit que les budgets sont bloqués. Voilà. Ces budgets-là... Oui. Quand on a un deadline, vous savez, selon le manuel de procédure qui régit ces contrats spéciaux de formation, le plan de formation doit être déposé au plus tard le 30 juin. Alors par exemple, aujourd'hui, nous sommes quoi? Nous sommes le 29 mai. Le 29 mai 2023. Eh bien, vous savez que les budgets n'ont pas été encore répartis. C'est les instituts, enfin les GIAC ou les groupements qui doivent donner les budgets à ces entreprises pour déposer leur dossier de plan de formation ne sont pas autorisés aujourd'hui à engager. Pourquoi? À engager des budgets. À engager des budgets. Oui. Et les dossiers 2021-2022, les entreprises n'ont pas été remboursées pour leurs études. C'est pour ça que je vous amène à... Pourquoi ce blocage? Le blocage. Qui c'est qui bloque et qu'est-ce qui bloque là-dessus? Là, vous avez dit, moi je vais être politiquement correct. Et là, je vais peut-être demander à Fatima Zahra d'être éventuellement politiquement incorrect. Où est-ce que ça bloque et pourquoi ça bloque? Ça bloque au niveau de la décision. Qui c'est qui est censé décider? Voilà, très bien. Donc nous avons, je pense, 3 collèges. Nous avons l'État. Nous avons ce qu'on appelle un comité. Au fait, je vous explique comment ça se passe. Il y a un comité de gestion, il y a un comité de gestion qui décide le budget de l'année. Cette année-là, l'année dernière, l'année d'avant, il y avait 200 millions de dirhams. J'ai vu. Très bien. Eh ben, pourquoi déjà 200 millions de dirhams alors qu'il y a une taxe de 763 millions de dirhams? Prélevé au niveau des entreprises. Oui, voilà. Pourquoi l'entreprise a droit à 360 millions? Pourquoi on lui attribue que 200 millions? Et on sait très bien que ces 200 millions ne vont pas être consommés. Jamais ils n'ont été consommés. D'accord? On parle sur un pourcentage de 1% ou de 10%, mais je vous parle de chiffres. 200 millions de dirhams, ça n'a pas été consommé en 2021. On arrive jusqu'au 29 décembre 2021 pour décider du budget de 2021. Mais quoi? Il y a un deadline. Normalement, on aurait dû s'arrêter au 30 juin. Donc, les entreprises n'ont pas déposé de dossier et n'ont pas mis en place de plans de formation qui sont liés à leurs études. Pourquoi cette prise de retard? Alors, je termine. Parce que, je termine. Parce que c'est très important. Vous allez dire, oui, mais si il y a d'autres plans de formation qui sont passés au niveau de l'Office de formation professionnelle. Oui, sauf que ce sont des plans, ce qu'on appelle des ingénieries en interne. Ça veut dire que ce sont des entreprises qui ont déposé leur propre plan de formation. Sauf que pas toutes les entreprises ont les capacités pour monter une ingénierie en interne et pour être capable de dire voilà le déficit post-profil que j'ai. C'est comme un référentiel. Il faut être capable de mettre un référentiel de compétences interne. Donc, ils l'ont pas eu. Oui, d'accord, mais ma question de me dire, parce que dans cet écosystème, j'allais dire, il y a aussi le patronat. On est bien d'accord? Absolument. Qui représente le Donc je termine. Voilà. Donc ce comité, j'explique un peu. Donc il y a le comité de gestion qui a attribué 200 millions de dirhams. Enfin, c'est très bien, c'est génial. Après, donc celui qui va splitter, on va dire, qui va répartir ses budgets selon les secteurs, c'est le comité de gestion, le comité central, pardon, des CSF, donc des contrats spéciaux de formation. Alors,
Qui sont les instances maintenant? Alors, dans ce comité, nous avons les 4 ministères. Donc, celui qui préside, c'est le département de la formation professionnelle. Donc, il y a 4 départements ministériels dans la DFP, donc la direction de la formation. Et c'est eux qui président ce comité. Nous avons l'entreprise qui est représentée par la CGM. Oui. D'accord? Donc c'est la CGM qui représente l'entreprise. Et nous avons les représentants du salarié, très important, qui est aujourd'hui l'UMT. D'accord. Je pense que oui, non, j'ai oublié le plus important, le secrétariat, c'est l'Office de formation professionnelle. Donc il y a 4. Il y a l'Office de formation professionnelle, il y a la DFP, il y a la CGM et l'UMT. Donc ça veut dire 4 acteurs majeurs. Voilà. Du côté de l'entreprise, parce que c'est quand même l'entreprise qui se fait. Le côté de l'entreprise, c'est la CGM. C'est la CGM, donc c'est l'entreprise qui en prélève de l'argent, d'accord? Vous avez dit les chiffres, on est à plus de 700 millions de dirhams de prélevés chaque année en matière de taxes de formation professionnelle. Non, ce qui est prélevé, je vous donne des chiffres. En 2021, on a prélevé 2454 millions de dirhams. La quote-part de l'entreprise, c'est 736. 736 millions de dirhams. Oui, en 2021. Donc contribution entreprise. On n'a consommé que 40. 40. Donc moi, c'est justement cet argent qui est prélevé. A priori, la position de la CGM, ce serait de dire, mais moi, ces budgets qui sont... cet impôt qui est prélevé sous la forme de taxe de formation professionnelle, TFP, c'est pas trop sur quoi, qui en bénéficie réellement. Il y a des cabinets de recrutement, je vais pas dire, enfin de conseil et de formation qui sont un peu pas fantomatiques, mais pas loin. Donc je voudrais aussi avoir plus de visibilité sur ce qui est fait en matière d'argent comme ça qui est rétribué à des cabinets. Tant que j'ai pas cette visibilité, je préfère appeler au gel des budgets. Non, mais pourquoi vous parlez de cabinets? Les cabinets ne sont que l'intermédiaire, c'est eux qui font l'étude, qui ne dépassent pas 100 000 dirhams maximum, selon donc l'éligibilité et la TFP payée. Et la formation, elle est faite et complètement payée à l'entreprise. Et le prestataire, c'est un prestataire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cabinet de formation est un prestataire qui est là pour faciliter, d'abord pour prescrire, parce qu'il y a aussi ce rôle de prescripteur. Parce qu'il faut expliquer, il faut suivre la procédure abracadabrante, premier dossier, 1 papier, 15 papiers, il faut avoir le souffle, il faut connaître, et après il faut que ça soit un professionnel du métier pour pouvoir mettre en place ça. En tout cas, a priori, le syndicat des patrons de la CGM n'est pas trop dérangé par cette situation. Quelle situation? De blocage de budget aujourd'hui. La situation je ne sais pas, qu'est-ce qui vous dit qu'il est... je ne l'ai pas vu prendre la parole là-dessus. Oui, justement. Donc vous savez, quand on ne s'exprime pas, quand on dit l'organisation... Ça veut dire qu'on n'a pas l'information. Quand on ne s'exprime pas, ça veut dire où on n'a pas l'info, ou alors on considère que la situation n'est pas gênante. Alors, la CGM a fait sortir un papier, ça s'appelle White Paper, je sais pas, où il parle un peu de la formation, je pense du développement du capital humain, qui est très intéressant, sauf que les chiffres ne sont pas aussi cohérents. Et donc là, moi, juste, j'attire l'attention. Peut-être que c'est par bonne foi. Peut-être que c'est vraiment... on parle d'entreprises qui aujourd'hui est représentée. Moi, je parle des TPE. Moi, je travaille avec les TPE et PME qui... c'est quoi là, une PME? Elle ne fait pas plus que 200 millions de dirhams. Moi, je parle des entreprises qui font 80 millions, 100 millions. Et que c'est ces entreprises-là qui ont besoin de ce système. Aujourd'hui, elles sont bloquées dans leur système depuis 2021, 2022, 2023. Oui. Est-ce que ces entreprises-là sont représentées au niveau de la CGM? C'est ça ce que je pose comme question. Ça aussi, je te pose. Si tu reçois... Alors, qui représente ces gens-là? En tout cas, la PME, et donc, si on dit qu'on est sceptique par rapport à cette procédure, il n'y a pas de souci. Mais faisons le mieux pour l'entreprise. Moi, je suis là, je parle de l'entreprise. Donc, en tout cas, on voit bien que la CGM ne bouge pas trop là-dessus, donc sur le gel des budgets dédiés à la formation professionnelle en cours d'emploi. Au fait, si la CGM, elle est d'accord pour les études sectorielles. Oui. On n'est pas contre les études sectorielles, mais eux, ils veulent que, en tout cas, c'est ce qui a été dit 2 ou 3 fois après, je parle aussi sur ce que j'ai compris, c'est ma perception, c'est qu'ils préfèrent les études sectorielles et les formations groupées, au lieu que ça soit de l'individuel et que ça soit pas très contrôlé par je sais pas qui. Il n'y a pas de souci. Les études sectorielles, elles sont là pour un but précis. Mais moi, je vais vous dire qu'il y a eu un fiasco total dans les études sectorielles. On a essayé en 2014, on a essayé l'étude sectorielle dans le domaine textilien. C'est un fiasco total. Poser la question aux acteurs du métier. Est-ce que... Je vais vous poser une question. Est-ce qu'un industriel aujourd'hui est capable d'envoyer son responsable production ou son responsable bureau d'études se former avec d'autres concurrents? Ben non.
Ouais, rien que déjà pour des positions culturelles. En tout cas, c'est bloqué. Est-ce qu'au niveau du gouvernement et du ministère en charge justement de la TPE, de la PME et de l'emploi, Younes Khoury, que je sais que vous l'avez rencontré il y a quelques semaines, Oui. est-ce qu'il y a aussi une position sceptique de ce département ministériel sur ce grand sujet qui concerne directement le monde de l'entreprise, essentiellement les PME, TPE, qui eux n'ont pas forcément les moyens financiers pour pouvoir former en continu leur personnel? C'est quoi ces questions que tu me poses? Tu fais exprès? Non. Je me dis. Non. Là, sérieusement, non, il n'est pas sceptique. Le ministère, alors pour moi, je fais une grande. Pour moi, le ministère, c'est pas forcément les personnes qui travaillent dans le ministère ou le ministre. C'est vrai, nous avons été reçus par Monsieur Khoury. Moi, personnellement, qui mâche pas mes mots, j'ai été vraiment confiante par rapport à cette première rencontre. Il est ouvert et son équipe surtout de conseil était ouvert par rapport à nos propositions parce que nous, on a quand même, nous sommes, si vous voulez, ceux qui assurent un peu le rôle, je sais pas comment, la maman de Ben, vous êtes la cour de transmission. Voilà, surtout. Exactement. Oui. Donc on connaît le secteur, on connaît les acteurs du secteur, on connaît les procédures. Et c'est très important de pouvoir donner un avis de l'opérationnalisation. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer le système? Nous, on est conscient que le système a beaucoup de soucis, que ce soit de part et d'autre. Mais est-ce que je vais me poser la question, est-ce qu'on s'est tous réunis, toutes ces personnes-là, est-ce qu'on tous s'est autour d'une seule table pour dire voilà, vider le sac et dire voilà ce qui ne marche pas? Et l'entreprise, c'est ça, il ne faut pas oublier quel est l'enjeu, c'est l'entreprise. C'est sa viabilité. Je parle de viabilité. Je ne parle pas maintenant de formation pour... Non, c'est une viabilité. Aujourd'hui, on parle de présence, de procédures et de formation sur les... Mais l'entreprise aujourd'hui a du mal à faire face juste à son chiffre d'affaires au quotidien avec son recouvrement. Et nous, on arrive et on dit non, vous formez, mais vous restez pendant 3 années ou 4 années, on ne vous rembourse pas votre propre taxe. Et les donc, il y a un problème de confiance en entreprise. Et je reviens au ministère. Aujourd'hui, donc, il y a une volonté de changer. Je pense qu'ils sont en train de réfléchir depuis longtemps sur comment on va revoir la réforme. En train de réfléchir. En train de réfléchir. C'est ce qu'on vous a dit? Oui. Ils sont en train de travailler sur quelque chose. D'ailleurs, si vous avez vu, moi j'ai vu aussi la réponse de Monsieur le Ministre par rapport à cette question de la CGM qui a fait un peu les réseaux sociaux parce qu'il a répondu. Et il est en train de mettre en place une réforme. Je veux bien. Sauf qu'aujourd'hui, le marché, aujourd'hui l'entreprise ne peut plus attendre 1 an ou 2 ans pour mettre en place quelque chose. Il faut fluidifier, il faudrait que la roue tourne. On revient au mot pourquoi ça bloque, il faut que ça tourne. Est-ce que Fatima Mziwad Bnis, est-ce qu'il y a des enjeux aussi cachés des lobbyistes? Est-ce qu'il y a ça aussi qui est à l'origine? Certainement. Parce que je me dis, moi voilà, vous avez vu le ministre de tutelle là-dessus, il est parfaitement conscient, il a envie de faire bouger, vous dites il est peut-être à l'aube de présenter une nouvelle réforme, en tout cas de restructurer ou de ressouder en fait cet écosystème. CGM, vous dites, mais en même temps, eux, ils sont conscients aussi, mais ils sont beaucoup plus favorables à tout ce qui est études sectorielles. Oui. C'est le financement beaucoup plus qu'un accompagnement individuel. Donc, on voit la position claire aussi du syndicat des patrons, le syndicat UMT qui est là pour représenter dans l'écosystème les salariés. A priori, il n'y a pas d'attente particulière, si ce n'est que de vouloir d'attendre que cet écosystème reparte. On attend qu'il n'y ait pas les entreprises qui soient pénalisées. Justement, il n'y a pas de sortie, c'est ça. En fait, chacun parle tout seul dans son coin. Donc, on n'a que des bruits de couloir qui pourraient parfois conforter notre situation en tant qu'entreprise. Parce que moi aussi, je suis une TPE. Et le secteur du conseil est un secteur de TPE intellectuel qui, au lieu de se développer, au lieu d'avoir aussi les standards, parce que nous avons les compétences des standards internationaux, aujourd'hui on se retrouve encore une fois à se poser la question, est-ce que le secteur est viable par rapport, je parle de l'entreprise, je parle juste maintenant... Pas le secteur, pas le secteur des cabinets de conseil et de formation, parce que les cabinets de conseil, il y a les cabinets de conseil qui se portaient très bien. On a des grandes signatures. Vous parlez de qui alors? Les cabinets de conseil chez nous, vous savez, chez nous ou ailleurs dans le monde, les cabinets de conseil, d'ailleurs il y a eu même des pays où il y a eu des prises de bec, des gros et d'énormes débats politiques là-dessus, se portent relativement bien. Donc je me dis, est-ce que chez nous il y a une forme de discrimination ou pas sur les cabinets de conseil qui eux ont une belle signature et sont connus, et par rapport aux petits cabinets de conseil? Tout à fait. C'est tout ce que je vous demande pour tout à fait. comprendre en fait pourquoi ça bloque.
Aujourd'hui, enfin, je pense que il y a quelques années, je pense qu'il y a 2 ans de ça, on nous a discriminés en mettant en place des termes de référence qui ne concernaient que 6 ou 7 cabinets du marché. Ce que moi je trouve c'est une discrimination pour avoir toutes les études sectorielles aujourd'hui qui a pour moi une grande responsabilité aussi de la formation en cours d'emploi, parce que c'est lui normalement qui doit assurer de diminuer ce gap post-profil et l'employabilité. Et je ne parle pas que cette employabilité pour l'entreprise, mais aussi pour le côté économique, parce que le salarié, il est où le droit du salarié, le salarié qui doit être formé, parce qu'on va parler aussi de la loi 77 qui a été, qui a pris beaucoup de temps, elle a été, elle est passée au Parlement, mais on a demandé, c'est la CGM qui a demandé son amendement, et là on est en train de revoir un peu la réforme pour différentes raisons. Je comprends bien je pense la position de l'entreprise par rapport à certaines, on parle de bilan de compétences, qui va financer le bilan de compétences, c'est 24 heures, c'est un financement qui va financer, est-ce que c'est l'entreprise? On parle de une journée et demie. Est-ce que vous savez que pour la stratégie nationale qui a été signée en 2021, on avait demandé, donc il y avait une exigence de former 10% des salariés de l'entreprise. Aujourd'hui, on en est à combien? On n'est même pas à 1. Vous savez que le Maroc aujourd'hui, pour avoir droit à des crédits au niveau international, donc il y a des indicateurs de formation. Accès des financements. Oui, mais ils sont où ces indicateurs de formation? Moi, ce que je demande, c'est qu'on arrête d'en parler au niveau stratégique, on descend un peu sur le terrain pour voir où ça bloque. Ça bloque partout. Je ne parle pas que de la formation. Je parle de... Nous avons l'argent. Nous avons l'argent. Donc, ce n'est pas question de budget. C'est question de décision et de personnes qui prennent des décisions au bon moment. Parce qu'aujourd'hui, on est en mai 2023. Les budgets pour cette année ne sont pas encore attribués. Le deadline est le 30 juin. Les entreprises posent les questions. Quand est-ce que je mets en place? Je veux faire un plan de formation. 30 juin, c'est-à-dire que d'ici un mois, oui. 30 juin, alors demain, on va monter le dossier, on va ramener le budget, on va faire l'ingénierie de formation, on va déposer le plan de formation. Il y a combien de cabinets de conseil et de formation? Est-ce qu'on a des chiffres précis là-dessus? Oui, on est à 1000. 1000, mais tu as des SARLU qui ont une moyenne de 5 permanents. On a sur 10 à 20%. On a des monos, on a beaucoup de monos. Mais justement, posez-vous la question, pourquoi? Parce que le marché, il est tout le temps fait pour les grands. Ben voilà, donc les cabinets de conseil en fait, en tout cas qui ont une signature et qui sont connus sur la place et qui sont parfois certains d'entre eux d'ailleurs internationaux ne sont pas victimes de la situation de blocage de budget depuis 2 ans. Alors je vous explique, vous êtes très malin. J'avais pas envie de parler de ça, mais non, je sais pas, vous me ramenez vers ça. Non, mais moi j'ai rien contre un grand, c'est ça, c'est la nature aussi du marché. Maintenant, faut pas discriminer d'autres pour pouvoir aller vers le plus. Un cabinet sérieux, compétent, qui est là depuis 12 ans ou 15 ans, a aussi le droit d'être grand et de pouvoir aspirer à des grands marchés. Vous avez demandé à Younes Khoury d'avoir la préférence nationale, le Made in Morocco. C'est comme il y a tout un débat aujourd'hui sur l'accès à la commande publique et l'accès en fait au marché du budget en fait aussi. Pour les TPE, les cabinets de conseil de formation. Ça a été demandé et je pense qu'il est c'est pris en considération. C'est pris en considération. Oui, sauf que entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Fatima Zahra Mziwad, juste pour conclure, en guise de conclusion, vous attendez quoi? Une réponse et une action concrète du ministre Younes Khoury sur ce sujet? Vous attendez à ce qu'il y ait une réunion qui soit organisée avec toutes les parties prenantes? Voilà, je voudrais. C'est quoi? Parce que me dit le temps est contre vous. Exactement. Je voudrais une réunion avec toutes les parties prenantes, même si on n'est pas dans la décision. On sait que le cabinet conseil, mais je voudrais que l'entreprise marocaine soit représentée par ceux qui connaissent le système. On ne décide pas dans un conseil, un comité central, un budget pour une entreprise, alors qu'on ne sait même pas ce que c'est que le budget, à quoi ça sert. On a juste entendu dans les couloirs. Je demande aussi qu'il y ait une gouvernance un peu structurée, qu'on comprenne un peu la valeur du temps. Une journée, on ne prend pas une convention qui a été signée chez le ministre. Le ministre a signé en 24 heures et tout au long, on a attendu pendant 8 semaines, pendant 10 semaines, tous les autres pour pouvoir signer. Aujourd'hui, les budgets 2021 ne sont pas payés, les budgets 2022 ne sont pas payés, l'entreprise n'est pas payée. Et les budgets 2023, aucune visibilité sur le plan de formation et aussi les deadlines. Avec le target, vous l'avez rappelé tout à l'heure, du 30 juin 2023. Le 30 juin 2023. Aujourd'hui, on demande qu'on arrête cet élément de target de 30 juin, qu'on arrête et laisser les entreprises travailler, former, se développer et avancer. On finira là-dessus. Voilà. Avec ce politiquement correct ou politiquement incorrect? Oui, ça à vous de voir, ça dépendra.
C'est même pas à moi de voir, c'est les internautes qui jugeront. Tout à fait. Merci tout à fait. infiniment à vous. Merci. En tout cas, Fatim Salam Ziwad Bennis, je rappelle spécialiste en management coaching de performance des organisations et présidente de l'association marocaine des bureaux de conseil et de formation qui attendent avec, je rappelle, toute la question qui a été posée aujourd'hui. Et ce soir, formation professionnelle, pourquoi ça tourne en rond? Donc vous avez mis en relief et en perspective les différents acteurs et aussi pourquoi il fallait mettre un peu d'huile pour mécaniser, pour huiler tout cet écosystème et débloquer les budgets sans discrimination. Merci à vous. Merci Rachid. Et à très bientôt. Merci beaucoup.